Bonjour à tous. Donc Sophie Derceville, effectivement, je travaille chez Kering depuis 2 ans et demi maintenant, et j'ai rejoint le groupe à l'origine pour m'occuper principalement de la partie Insights et BI dans l'équipe Client Engagement de Kering, donc au niveau du groupe, et on accompagne toutes les maisons du groupe dans leur stratégie CRM, vraiment pour réussir à mieux engager, mieux fidéliser nos clients. Donc peut-être juste quelques mots sur Kering pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un groupe de luxe qui a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant par la famille Pinault. C'était l'ex-groupe PPR, comme on l'appelle, et qui a des marques à la fois de mode comme Gucci et Saint-Laurent, ou des marques de joaillerie comme Boucheron et Pomellato. Et donc effectivement, les fonctions groupe ont vocation à servir l'ensemble de ces maisons, et donc pour ma part dans la stratégie CRM. Donc, quand j'ai rejoint le groupe, je travaillais vraiment principalement sur cette partie Insights et BI, et donc je délivrais des analyses clients à chacune de ces maisons avec des recommandations pour les aider dans leur stratégie d'engagement client, vraiment. Et très vite, je me suis aperçue que ça allait être compliqué d'exercer cette mission, parce que dès que j'arrivais chez une maison pour lui présenter une analyse avec des super insights, en tout cas je trouvais que c'était vraiment super, et des recos très intéressantes, on s'arrêtait en général à la slide 3 et on commençait à se demander comment j'arrivais avec ces chiffres-là et où est-ce que j'avais pris les résultats, est-ce que c'était telle source, est-ce que c'était calculé avec tel taux de change, avec telle manière d'exclure les clients B2B. Et donc finalement, on passait plus de temps pendant notre meeting sur la gouvernance de données, sur la compréhension des écarts qu'on pouvait avoir entre nos chiffres et les chiffres de la maison, que réellement sur le fond du sujet et sur les insights. Donc assez rapidement après mon arrivée, j'ai levé pas mal de fois l'alerte sur les problèmes de data gouvernance vraiment très importants qui existaient chez Kering. Et donc effectivement, quand mi-2022, un gros programme de transformation data gouvernance s'est lancé au sein du groupe, je pense qu'assez naturellement, du coup, ils ont pensé à moi pour prendre la tête du domaine customer, en se disant que voilà, j'avais l'air de bien être au courant des problèmes de data gouvernance, et donc j'allais sans doute apporter quelques solutions à ces sujets-là. Donc pourquoi ce programme de transformation chez Kering, au-delà du fait de me faire plaisir pour mes analyses? Effectivement, je pense que comme pour beaucoup d'entre vous, dans les entreprises dans lesquelles on travaille, et donc Kering ne fait pas exception, l'usage de la data, et a fortiori en ce qui me concerne l'usage de la data client, a vraiment explosé ces dernières années, avec une multitude vraiment d'utilisateurs de cette data au quotidien. Chez nous, on a des dizaines et des dizaines de dashboards autour de la donnée client qui se sont développés en quelques années seulement. On a un outil aussi d'accès en no-code aux données clients qui permet des analyses assez poussées, et on est passé de quelques dizaines d'utilisateurs à plus de 700 aujourd'hui, avec des utilisateurs initialement uniquement au headquarters et qui maintenant se développent aussi en région et puis jusque dans les magasins. Donc on a vraiment différents profils aussi, avec des profils très peu experts sur la data en tant que telle qui utilisent cet outil-là. Et vraiment, voilà, tous ces utilisateurs, de plus en plus, utilisent dans leur quotidien les data clients qu'on peut leur mettre à disposition. Ce qui a posé assez rapidement 2 types de problèmes. Le premier, effectivement, de cohérence et de gouvernance data. Et effectivement, comme je le disais, suivant l'outil qu'on utilise, suivant l'équipe qui sort les chiffres, on pouvait avoir autant de pourcentage sur un KPI clé, autant de résultats différents que ce que le nombre de personnes avaient travaillé sur ce KPI. Donc vraiment des gros problèmes de désalignement. Et une deuxième difficulté également qui là a posé de gros problèmes à l'IT, c'est qu'on avait une seule équipe data centralisée et vraiment très technique, qui s'est retrouvée du coup noyé de demandes d'évolution sur les datas existantes, de nouvelles datas à ingérer, avec de plus en plus de personnes qui venaient leur demander des choses, et vraiment des difficultés pour prioriser toutes ces demandes data. Donc fort de ces constats, c'est pour ça que le groupe a décidé de lancer ce programme de transformation assez ambitieux et qui a changé beaucoup de choses chez nous. Ça fait à peine 2 ans et déjà c'est vrai que c'est très différent de quand je suis arrivée. Et donc, on a décidé de reprendre les gros principes data mesh, je dirais, en créant effectivement 11 domaines data au sein de l'entreprise. Donc, de la supply à la sustainability, en passant bien sûr par le customer, les RH. Voilà, chaque type de data
a maintenant son domaine data, qui est une équipe vraiment pluridisciplinaire qui intègre à la fois des profils business, donc qui sont très connaisseurs de l'utilisation de cette data en tant que telle, et des profils techniques qui vont pouvoir créer les fameux data products sur lesquels on travaille maintenant et faire les développements techniques nécessaires, ainsi que gérer toute l'orchestration data ensuite. Donc ces équipes domaines effectivement qui se sont créées et parfois avec du coup des réunions, des consolidations d'équipes qui n'avaient jamais travaillé ensemble quasiment. Elles travaillent toutes sur une même plateforme qui est une plateforme GCP et donc on est encore en cours de migration de toutes nos datas sur cette plateforme, mais l'ensemble des domaines maintenant chez Kering travaillent sur cette plateforme. Et on travaille de manière standardisée, donc sous la forme de data product. Donc tous les domaines publient, exposent de la donnée de la même manière, et c'est documenté aussi de la même manière, via les mêmes process, dans un même data catalogue pour tout le monde, avec également des principes de qualité et de monitoring de cette qualité data qui sont homogènes entre tous les domaines. Donc quand vous êtes un utilisateur, c'est vrai que ça a énormément changé de choses, parce que si vous avez besoin de croiser des données clients avec des données de vente, avec des données de produits, tout est au même endroit, tout est designé de manière standard, et donc ça permet d'aller beaucoup plus rapidement dans l'utilisation de cette data. Donc ça a encore plus développé les usages, on va dire. Donc, fort de ce constat, effectivement, de rapidité, de facilité d'accès à la data maintenant et de facilité de son utilisation, je peux vous donner un premier exemple, même s'il y en a d'autres depuis qui se sont lancés, de bon usage de cette data gouvernance autour de ce qu'on a appelé les VIC flags. Donc, c'est une application concrète de ce qu'on a mis en place. Concrètement, avec la gouvernance autour des données clients qu'on a réussi à mettre en place, déjà, moi, j'ai réussi à nouveau à faire des analyses clients et à les communiquer aux différentes maisons. Et donc, on a travaillé sur des aspects assez classiques au niveau du client engagement, le churn et la détection de hauts potentiels pour devenir VIC. Alors, je rappelle peut-être pour ceux qui ne le savent pas que VIC, c'est Very Important Client, et c'est vraiment voilà, les plus hauts segments de clients qui peuvent exister dans les maisons de luxe, et on chouchoute beaucoup ces clients. Donc, on cherche effectivement à détecter des hauts potentiels pour devenir VIC au sein de notre base client existante, et une fois qu'ils sont VIC, on cherche évidemment à les empêcher de churner. Cette analyse, du coup, elle a été rendue possible en transverse pour toutes les maisons. On l'a effectivement réalisée pour toutes les maisons de mode chez nous. Elle a été rendue possible parce qu'on avait aligné les définitions au sein des maisons, la manière de calculer les choses vraiment de manière standardisée. Et donc, on a pu comparer de manière assez effective et sans débat avec chacun de nos interlocuteurs les résultats de ces analyses entre maisons. Et c'est grâce à ça, du coup, qu'on a pu voir des comportements prédictifs de churn ou de haut potentiel assez équivalents. Finalement, il y avait des patterns très communs entre nos maisons de mode. Et donc, on leur a proposé de créer des flags de détection vraiment soit de churn, soit de haut potentiel, calculés tous les jours, pour aider les vendeurs vraiment dans les boutiques à bien gérer en fait ces risques de churn et ces opportunités de haut potentiel. Donc ces flags ont été développés, alors c'est pas du tout du scoring, c'est pas de l'AI, hein, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est la simple consolidation de quelques signaux de comportement client dans leur historique d'achat, dans leur historique de touchpoints avec le store ou le Citycom ou autre. Donc on consolide ces données, on calcule les flags tous les jours et ensuite on pousse ces flags dans notre application de clienteling qui est groupe aussi, donc qui est la même pour toutes les maisons. Et donc chaque matin, un vendeur qui arrive en boutique, qui ouvre son application de clienteling et qui regarde la situation de son portefeuille client, va avoir potentiellement l'un de ces flags qui peut se déclencher sur plusieurs de ses clients, et donc va savoir que tel client VIC qu'il a est à risque de churn, et donc à lui d'enclencher une action, et là pour le coup on lui laisse toute la latitude dans l'action qu'il souhaite déclencher, mais il a l'information que sur ce client-là, il y a un risque réel de churn. Et à l'inverse, pour ceux qui ne sont pas encore VIC, même chose, du coup, il a l'information que ce client est à haut potentiel, à lui de voir ensuite l'action qu'il souhaite enclencher. Donc, on n'impose absolument rien dans les actions et on n'a pas défini de stratégie avec eux, on les laisse aussi, dans toute l'expertise qu'ils ont sur la manière de gérer leur portefeuille client, prendre en compte ces flags VIC.
Donc en termes de résultats, ça fait un peu plus d'un an maintenant que ces flags ont été déployés progressivement pour toutes les maisons et du coup avec une forte synergie puisqu'on l'a développé de la même manière et déployé de la même manière pour toutes les maisons. Clairement, ça nous a permis de bien réduire le churn effectivement de nos VIC. Dans une moindre mesure, mais néanmoins, on voit quand même des résultats positifs. Ça nous a permis aussi de bien voir des améliorations sur l'upgrade de nos clients à haut potentiel. Donc ça a confirmé effectivement la bonne utilité business vraiment de ces flags. Et on a eu également beaucoup de retours très positifs du terrain avec voilà, vraiment des SA enfin des sales associés qui vraiment nous remerciaient de la praticité de ces flags. C'est simple, c'est compréhensible, les règles sont pas trop complexes, c'est pas une boîte noire d'AI, donc ils comprennent aussi pourquoi tel client a été flagué comme churner ou au potentiel. Et donc voilà, pour eux, ça leur facilite la vie sans être trop assertif aussi sur ce qu'ils doivent faire. Donc meilleure satisfaction employée. Et on l'espère, après c'est plus difficile à mesurer, meilleure satisfaction client aussi probablement, de pouvoir être contacté au bon moment potentiellement dans leur cycle de vie client. Donc un vrai succès effectivement de cette mise en place de data gouvernance. Il y en a eu d'autres effectivement depuis, mais c'est typiquement l'un des éléments sur lesquels on a aimé communiquer auprès de notre top management qui est toujours un petit peu impatient de voir des résultats assez concrets sur ces gros programmes de transformation data gouvernance. Et on est loin d'avoir fini, donc voilà, c'est aussi très utile de leur montrer que oui, ça marche et que ça a des effets et des impacts positifs sur le business. Pour terminer, peut-être, pour vous dire que, comme je le disais, on est loin d'avoir fini, donc les grands sujets, les grands challenges qui sont ouverts chez nous actuellement, je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est effectivement de se dire que sans accès facile à la data, il n'y a pas de data gouvernance. Et ça, c'est vraiment l'un des principes qu'on a érigé dès le départ comme priorité. Donc, on cherche au maximum à rendre l'accès simple à la data pour tous les profils, et donc pas uniquement les profils techniques qui peuvent aller faire une requête dans GCP directement et en toute autonomie, mais jusqu'aux vendeurs, effectivement, en magasin, que chacun puisse avoir accès au bon set de data pour voilà, pouvoir prendre des décisions vraiment data-driven. Et donc, on continue de travailler. On est en train de développer un outil no-code donc pour accéder à toutes ces données clients qui va remplacer le précédent avec des nouvelles features et des nouvelles capacités de performance. Et ça, c'est vraiment l'un des principes dans lesquels on croit. Plus on donne cet accès à une data qui est gouvernée, qui vient d'un seul endroit, qui a une seule source of truth, qui est calculée de la même manière pour tout le monde, et plus la gouvernance va s'installer de manière assez naturelle, finalement. Deuxième point, on est loin d'être au bout aussi, mais toute cette organisation data gouvernance maintenant, elle nous permet aussi d'aller plus loin dans la consolidation des données autour du client. Et on n'a pas encore tout ce qu'on aimerait en vision 360 de nos clients. Donc on continue à travailler sur la consolidation, la remontée, le bon matching des données qui peuvent venir de l'e-com, du média, du service client et bien sûr de tous les touchpoints CRM pour voilà, continuer à avoir une data de plus en plus riche à analyser, à flaguer, comme on a pu le faire sur ces VIC flags. Et le dernier point, qui est sans doute aussi ce que traverse chaque entreprise dans ce type de programme de transformation, la data gouvernance, dans un premier temps, on l'a vraiment adressé sur l'usage analytique, je dirais. On a aligné tous les modèles d'analyse data qu'on pouvait avoir. On a défini des règles qui s'appliquent au niveau du groupe, tout en gardant la souplesse de pouvoir sortir de ces règles, si vous voulez, pour un cas d'usage en particulier. Mais on n'a pas encore adressé tout ce qui était alimentation en data des systèmes opérationnels. Et effectivement, les systèmes opérationnels, c'est quand même plus critique si à un moment ils n'ont pas la data accessible pour vraiment fonctionner. Donc voilà, on ne veut pas que la data soit sur ce qu'on appelle le chemin critique d'une vente. Néanmoins, il faut que ces systèmes opérationnels reçoivent la même data que ce qui est disponible pour les usages analytics, pour les usages BI. Et aujourd'hui encore, chez nous, si on ouvre un dashboard sur de la donnée client et qu'on va dans cette fameuse application de clienteling chez nous, on n'a pas encore tout à fait exactement la même donnée. Et c'est vraiment ce qui commence à être de plus en plus fortement remonté, évidemment, par toutes les équipes. Donc c'est notre prochain challenge aussi pour trouver les bonnes solutions techniques et de gouvernance pour aligner encore plus entre les systèmes analytics et opérationnels.